Je m'appelle Iris Villou, je suis doctorante en information communication au CARISM, qui est le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, qui est rattaché à l'Université Paris 2. Donc la première presse écolo en France, elle arrive dans les années 70 et c'est une presse qui est plutôt contestataire, engagée. Et peu de temps après, il y a certains journaux généralistes qui vont se saisir de la question en créant des rubriques dédiées. Donc au Monde, c'est au début des années 70, la rubrique environnement. Ensuite, il y a un mouvement dans les années 90 de renouvellement des professionnels qui s'occupent de cette question. Et donc des journalistes qui avaient plutôt des profils engagés, militants sur ces questions vont être remplacés par des journalistes plus jeunes, qui sont plutôt plus diplômés d'écoles de journalisme, qui viennent de classes sociales plus favorisées, et pour qui le passage dans la rubrique environnement, c'est plus une étape de carrière. Et donc l'aspect militant de la question va être assez rejeté à ce moment-là, aussi parce qu'il y a un enjeu de légitimité, de prouver que l'environnement est un sujet qui vaut l'intérêt journalistique. Et ensuite, dans les années 2000, en gros, c'est le moment où la médiatisation du climat se stabilise. Donc le sujet est traité de manière relativement stable, routinière, mais c'est un traitement qui est plutôt centré sur la sensibilisation. Donc l'idée des journalistes, ça va être de mettre en quotidienneté et en proximité, c'est une formule de Jean-Baptiste Comby, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur cette question, les conséquences du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est de montrer à tout le monde, à l'opinion publique, c'est quoi les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est un traitement qui va plutôt chercher le consensus et à éliminer la controverse. Ça va être un traitement qui va être assez dépolitisé, dépolitisant sur ces enjeux-là. Les journalistes, ils ont toujours un enjeu à essayer de trouver des sujets qui parlent, qui intéressent, qui ne sont pas trop angoissants, qui vont potentiellement motiver, mobiliser les gens. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de contraintes aussi et qui vont parfois amener à privilégier des traitements qu'on peut considérer comme un peu légers ou en tout cas toujours centrés sur les conséquences. Quand il y a des incendies, ça fait des bonnes images, quoi. Plus que si on essaye de s'attaquer vraiment à un rapport du GIEC et à expliciter, à rendre intelligible pour le grand public. Ces conclusions, ça peut être considéré comme plus compliqué. Après, moi, j'aurais tendance à penser, mais c'est un point de vue personnel, que ça fait peut-être partie aussi de la mission des journalistes, de rendre accessible, de faire ce travail de vulgarisation. Moi, je travaille sur l'expression urgence climatique et la manière dont elle circule entre les discours de collectifs écolo militants, le discours de presse et un peu les discours politiques. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre quand est-ce que l'expression elle arrive dans le débat public, à quoi ça sert de cadrer la question du climat de cette manière-là, et qui sont les entrepreneurs de cause qui vont se mobiliser pour pousser cette question de cette manière-là dans le débat. Et comment est-ce que la formule elle va être transformée au fil de ces circulations et de ces appropriations. Et ce que je peux dire, c'est qu'au départ, il y a une volonté des collectifs écolo-militants d'essayer de repolitiser la question, de remobiliser. Et donc l'urgence, ça va être une manière d'appeler tout de suite la mise en action. Parler d'urgence climatique, ça veut dire postuler l'urgence à agir. Donc il y a un caractère performatif dans la formule. Et les assos vont notamment se mobiliser autour de grands événements de diplomatie internationale. Et l'idée, c'est d'obtenir du traitement médiatique, qu'on en parle, que la question soit prise en main par les pouvoirs publics véritablement. Et ça marche pas vraiment, ça marche dans le sens où il y a des pics de médiatisation. Mais sauf que immédiatement après ces événements, l'intérêt autour de l'urgence en tout cas retombe. Et c'est seulement à partir de 2018-2019 que ça va se stabiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, c'est un peu, l'expression culmine un peu, elle arrive un peu à son paroxysme parce qu'elle est inscrite dans la loi. Donc la loi énergie-climat 2019, elle inscrit l'urgence climatique. Pas très longtemps après, le Parlement français va déclarer l'état d'urgence climatique aussi. Donc on peut se dire que c'est des signes qui veulent dire que véritablement cette question est prise en compte, quoi. Mais sauf que c'est des déclarations qui sont purement symboliques, c'est des déclarations de principe. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle énormément des conséquences du changement climatique, plutôt sur les habitats naturels, assez peu sur le monde social finalement. Peut-être que si on parlait davantage des causes du changement climatique, ça pourrait permettre d'inverser un peu le regard. Oui, j'ai fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai rencontré des militants et des militantes qui sont dans plusieurs collectifs écolos. Ça, c'est aussi un défi de la formule, de se dire que ça fait 2009, voilà, ça fait 15 ans qu'on parle d'urgence climatique. Comment on continue à y croire? Comment on continue à supporter le fait d'être en état d'urgence depuis aussi longtemps?
un sociologue ou un politiste qui s'appelle Bruno Villalba, qui parle du passage de l'ère de la durée à celle du délai. Donc en gros, c'est l'idée que jusqu'à présent, à peu près, on a vécu dans des sociétés où on se projetait sur le long terme, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, dans des projets collectifs potentiellement, et que là, avec le régime de l'urgence, on passe à un avenir qui est borné.